Bonjour à tous. Alors, après le blackout espagnol, on a eu affaire à un déluge de désinformation. Les pro-nucléaires s'en sont gargarisés, accusant les énergies renouvelables de tous les maux. Et moi, j'avais eu l'intention de faire une vidéo de debunk, mais c'est pas l'objectif de cette chaîne. L'inconvénient du débunkage, c'est que sur le moment, c'est pertinent, mais une fois que tout ceci est passé, je veux dire, ça rentre dans les méandres de l'histoire. C'est complètement, ça devient anachronique. D'ordinaire, je ne vais pas très loin dans les détails techniques. Je ne suis ni ingénieur ni scientifique, donc je n'en ai pas les compétences. Je laisse ça à ceux qui les ont, et ce, indépendamment de ma compréhension d'un sujet. Parce que c'est pas parce que je ne parle pas de détails techniques que je n'en suis pas capable. Hein. Je veux dire, c'est simplement que moi, mon objet, se trouve au-dessus des détails techniques. Mon truc à moi, c'est la transition systémique, c'est-à-dire la connaissance de ce qui existe, de la foultitude de possibilités qui existent, et de présenter tout ça dans une vision globale. Et donc, de manière intriquée, de façon à ce que on puisse avoir une proposition soutenable, avoir une vision positive d'avenir. Là, je vais faire exception, je vais aller un tout petit peu plus loin dans la technique, ce que je ne fais jamais indépendamment de mon niveau de compréhension du sujet. C'est pas parce que je n'en parle pas que je ne comprends pas, hein, c'est juste que je ne m'estime pas légitime à le faire et que de toute façon c'est pas le sujet de ma chaîne. Euh, mais là, je vais faire une exception pour aller un peu plus loin, et pour ça, j'ai mis mes hards. J'ai rien d'autre. Hein. Comme je ne suis pas assez soutenu, je vous rappelle que vous avez les liens pour me soutenir en dessous. Vous cliquez, vous mettez en place 2-3 balles par mois. Après, ça se fait tout seul tous les mois, vous y voyez plus rien. Et puis pour moi, ça me permet de m'habiller autrement. Mais bon, de toute façon, la caméra, comme j'ai pas les moyens de la changer non plus, n'a pas la définition pour que ça se remarque, donc ça va. Alors, en fait, j'ai décidé de ne pas faire un debunk de la situation en Espagne, mais de parler d'une manière plus générale de la transition énergétique, de rectifier les propos des pro-nucléaires, ainsi que les exaltés renouvelables. Hein, je veux dire, voilà, le nucléaire a quand même ses qualités qu'il faut pas lui dénier. Et il est utile dans la transition. Et donc, voilà, tout est une question d'équilibre. Mais là, ce déluge d'informations pose problème alors qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Alors, pour cette occasion, je vous mets un fatras de liens en dessous, plus ou moins sophistiqués, qui vont traiter d'éléments techniques, d'éléments factuels. Et dans la vidéo, on va faire un petit peu le tour de ce qui se fait, de ce qui existe, de ce qui va arriver. Et donc, ça sera un peu plus long que d'habitude. Voilà. Alors, ce qui s'est passé en Espagne, ce qu'on sait, c'est que une seconde et demie avant l'effondrement, 15 gigawatts ont disparu du réseau. On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. On sait qu'il y a eu 3 perturbations dans le sud. Une dans le sud, deux dans le sud-ouest. Perturbation ne veut pas dire interruption. Hein. Il y a eu des perturbations. Et ce qui s'est passé, c'est que une seconde et demie après ces perturbations, la France a cessé d'importer 1000 mégawatts et a importé 400 mégawatts. Alors, on voit ici le 28 avril, donc le jour du blackout, que la France importe d'Espagne. À midi, elle importe encore 1500 mégawatts. À midi 15, elle importe encore 1000 mégawatts. Et à midi 30, donc 3 minutes avant l'effondrement du réseau, elle s'est mise à exporter vers l'Espagne 400 mégawatts. Voilà, là vous avez vu, la France s'est mise pile au moment où le réseau s'est effondré à exporter vers l'Espagne 400 mégawatts. Ça n'aurait pas dû en produire quoi que ce soit. La France n'a aucune responsabilité là-dedans. Hein. L'Espagne a déjà tourné à 100% de renouvelables. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on injecte de l'énergie sur le réseau. Ça n'a. Mais ce n'est pas une coïncidence évidemment. C'est juste le flocon de neige qui a déclenché l'avalanche
dont on ne sait pas pourquoi elle s'est déclenchée. C'est ça la clé. Et il se trouve que le gouvernement a communiqué sur le fait que pour analyser, pour comprendre ce qui s'est passé, il y a 726 millions de données à analyser, à décrypter, qui sont aussi associés au fait que des équipes doivent aller sur place, faire des mesures, faire des expertises des équipements, parce que il suffit que quelque part un gros disjoncteur n'ait pas fonctionné, ça a créé une perturbation, voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque ces 15 gigawatts ont disparu du réseau, pour une raison ou pour une autre, ça a mis en contrainte le réseau, la fréquence a chuté. Et donc cette fréquence qui est qui peut être maintenue artificiellement de force par par les gros émetteurs de masse dans les centrales nucléaires, dans les réacteurs nucléaires. Seulement, comme l'Espagne produisait beaucoup de renouvelables, il n'y avait que 3 réacteurs nucléaires en fonction à ce moment-là. Asco, Vandellos et Almaraz. L'Espagne a aussi beaucoup de barrages. Elle a 2600 barrages, dont 1200 sont des grands barrages. Seulement, avec la sécheresse trentenaire, jamais ils ne sont exploités à leur plein potentiel. Et les énergies renouvelables, elles, le photovoltaïque est statique, donc ça signifie que le signal de fréquence des compensateurs synchrones est purement numérique, hein, il est synthétique. Et puis les éoliennes, elles émettent un signal mécanique, d'origine mécanique, mais elles sont bien trop légères, bien trop faibles pour avoir la capacité de compenser. Et donc ça fait qu'à ce moment-là, l'Espagne s'est trouvée avec trop peu de compensation inertielle pour équilibrer le réseau. Et de toute façon, l'équilibre de la fréquence se produit dans une micro-fourchette, hein, c'est en millihertz. Parce que l'avantage des gros émetteurs dans les centrales nucléaires, c'est qu'ils sont si massifs, ils pèsent des centaines de tonnes, ils tournent à 1500 tours, ça représente une inertie terrible, et donc quand il y a une variation de la fréquence, ils arrivent par leur masse à compenser cette perte de fréquence et à la maintenir de force en position. Leur inconvénient, c'est que ce sont des gros émetteurs qui pèsent des centaines de tonnes, qui tournent à 1500 tours, qui ont la capacité de maintenir de force la fréquence, et donc de forcer jusqu'à la casse. La casse d'eux-mêmes ou de la casse sur le réseau. C'est si cet appareil, si cette installation de production d'énergie, donc cet ensemble turbine alternateur, n'est pas déconnecté, ça peut aller soit jusqu'à sa propre casse, la casse d'un arbre de la turbine, ou de la casse sur des postes de distribution, de transformation sur le réseau, ou même votre télévision qui part en fumée. Donc ça fait qu'au-delà de quelques millihertz de décalage de la fréquence, que ces installations ne parviennent plus à équilibrer, par sécurité, elles se déconnectent. Il se trouve que l'Espagne un manque d'interconnexion. Elle n'a actuellement que 2 interconnexions. Une avec le Maroc. À ce propos, l'Espagne a remercié le Maroc pour son effort. Le Maroc a consenti à un effort de fourniture d'énergie pour les aider lors du blackout, pour rétablir le courant. Et une interconnexion avec la France. Les deux sont très limités, pas de quoi permettre des échanges suffisants pour compenser des pertes. Hein. Je veux dire, c'est pas que l'Espagne aurait pu aller chercher 15 gigawatts ailleurs. Et une troisième est prévue entre la France, le golfe de Gascogne et Barcelone en 2027, mais ça sera seulement 5 gigawatts, c'est toujours très insuffisant. Il en faudrait d'autres avec l'Italie, voilà, il faudrait vraiment, peut-être avec le Royaume-Uni, je veux dire, voilà, il faut créer de l'interconnexion. Et l'Espagne en a très peu. Et donc, ça fait qu'à ce moment-là, quand les 15 gigawatts ont disparu du réseau, il était déjà bien déstabilisé, la France a injecté les 400 mégawatts, paf, ça a pété, Asco s'est déconnecté parce que la ligne d'interconnexion avec la France va tout droit à Asco. Et Vandellos est juste à côté d'Asco. Donc ça fait que sous l'effet du choc, Vandellos s'est déconnecté, ça s'est propagé aux sous-stations, aux postes de distribution, etc., jusqu'à Almaraz où là, il s'est déconnecté.
Certains pensent que 5 secondes, c'est très rapide pour l'effondrement d'un réseau, mais c'est à la vitesse de l'électricité. L'électricité traverse le territoire à la vitesse de la lumière. Je veux dire, donc tout se calcule en fractions de secondes. Ça se coupe, clac, 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 ça se répand, et voilà. Et ça se répand en arborescence, hein. Vous avez une sous-station qui alimente gna gna poste de distribution, qui alimente gna gna poste de transformation, qui alimente gna gna ligne, et tout ça c'est exponentiel et c'est instantané, quoi, je veux dire. Et donc 5 secondes pour que le réseau se coupe, en fait, ça, si pour nous c'est très rapide, à l'échelle de l'électricité, c'est très long. Voilà. Et donc certains prétendent que c'est soi-disant à cause des énergies renouvelables. On l'avait dit, trop d'énergie renouvelable, ça déstabilise le réseau. L'Espagne a déjà tourné à 100% de renouvelables, hein, 100%. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nucléaire, voilà. Elle a tourné à 100%. Les Baléares, qui sont dotés d'un réseau distribué, parce que essentiellement alimenté en énergie renouvelable, quand il a été détecté que le continent s'effondrait, eh bien, elles se sont déconnectées. Elles ont fait appel, si nécessaire, un moment à leur réserve de potentiel mécanique, c'est-à-dire des groupes électrogènes, des gros groupes électrogènes, hein, mais elles n'ont pas connu de blackout. Voilà, alors qu'elles étaient à 90% d'énergie renouvelable. Donc ça n'a évidemment rien à voir. Et, vous avez dans le temps un lien avec le 100% renouvelable. En Australie, ils sont sur 192 semaines à plus de 98% d'énergie renouvelable. Je veux dire, ça ne pose aucun problème. Il y a des tas de situations. L'Allemagne est 140 jours par an à 100% de renouvelable. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est complètement hors de propos en fait. C'est ni de la faute au nucléaire, ni de la faute à l'hydroélectrique, ni de la faute aux énergies renouvelables. Ce qui se passe, c'est que le réseau espagnol n'est pas assez évolué dans le sens de la transition énergétique pour accepter les changements que ça impose. Nous, on a beaucoup plus en France, on a beaucoup plus d'interconnexions, mais malgré ça, on a pu entendre dernièrement une campagne du lobby du nucléaire, soi-disant qu'on produisait trop d'électricité et donc qu'il faut mettre un moratoire sur les énergies renouvelables, pardon. Alors que c'est évidemment parce qu'on produit trop de nucléaire. On nous a dit que le nucléaire, le problème c'est que il faut pas trop le moduler parce que ça entame sa durée de vie. Et vous pouvez voir ici avec ce graphique que ce n'est pas nouveau. Je veux dire, on a toujours modulé le nucléaire, et le fait qu'il y ait des énergies renouvelables qui s'ajoutent n'est absolument pas compromettant. C'est un argument purement fallacieux. Eh bien, produisez-en moins. On va pas sacrifier quand même les énergies renouvelables sous prétexte que le nucléaire n'aime pas qu'on en produise moins ou qu'il n'aime pas qu'on le baisse de régime. C'est la différence entre la France et l'Espagne. Chez nous, le réseau non seulement est plus interconnecté, mais nos réacteurs sont îlots. C'est-à-dire qu'en cas de disjonction, ils se mettent au ralenti. De sorte qu'ils peuvent produire leur propre consommation de courant. En Espagne, c'est pas le cas. Et donc, les Espagnols se sont retrouvés avec le réseau effondré, puis ils ont dû alimenter le réacteur nucléaire pour les refroidir, parce qu'ils n'ilotent pas. Ça, c'est un problème. Et nous, on a donc ces petites différences qui se mesurent partout. Et chez nous, avec notre acharnement au nucléaire, on se retrouve à soutenir des prétendus moratoires aux énergies renouvelables, alors qu'elles sont l'avenir. Le nucléaire, lui, n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir au sens du moins où on l'entend. L'atome, l'atome en lui-même, c'est l'avenir. Mais en 2100, 90% de l'énergie sera d'origine solaire. Les champs d'éoliennes auront disparu, les parcs solaires photovoltaïques auront disparu, parce que d'ici là, toutes les surfaces seront devenues photovoltaïques. Les vitrages, les toitures, les automobiles. Aujourd'hui, une part de l'électricité photovoltaïque sert à recharger les voitures. Si les voitures ont des cellules solaires sur toute la carrosserie qui sont suffisamment efficaces pour les recharger seulement 40 km par jour, eh bien 98% des kilomètres se font exclusivement en solaire. On ne recharge plus sa voiture. Celui qui l'utilise tous les jours pour aller travailler à 20 km ne consomme plus du tout d'électricité du réseau. Donc voilà,
Donc tout ça, ça va évoluer. Et partant de là, le nucléaire a quand même une utilité le temps de la transition. Parce qu'on pourrait se passer du nucléaire pour la transition. Le 100% renouvelable a été envisagé même par RTE. Mais ça ne signifie pas que ce soit souhaitable. Parce que aller viser directement le 100% renouvelable, ça implique de s'exposer à la variabilité le temps de la transition. Alors, pour éviter ça, on préfère avoir un bruit de fond d'une énergie soi-disant pilotable, un terme qui est aussi absurde que de qualifier les énergies renouvelables d'intermittentes alors qu'elles ne sont que localement variables. Le photovoltaïque n'est pas intermittent, puisqu'il produit quand on s'y attend. On sait que la nuit il produit pas. Le fait qu'il produise le jour et pas la nuit ne le rend pas intermittent. Ce qui serait intermittent, ça serait que des fois ils produisent le jour, des fois pas. Mais là, il produit le jour quand on s'y attend, il ne produit pas la nuit quand on s'y attend pas. Donc je veux dire, il est fiable. Et l'éolien est beaucoup plus variable, mais il n'est pas intermittent non plus, parce qu'on peut le prédire plusieurs heures, voire plusieurs jours à l'avance. Donc et le tout est interconnecté. Et s'il n'y a pas de vent ici, il y en a là. S'il fait pas jour ici, il fait jour là-bas. C'est 6 fuseaux horaires plus loin, c'est bon, il fait jour. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'électricité à des milliers de kilomètres. Donc, le terme intermittent est absurde, comme le terme pilotable est absurde. Parce que le nucléaire, si le nucléaire est pilotable, il est aussi intermittent, parce qu'il ne produit que quand il fonctionne, lui. Hein. Puis quand il s'éteint, c'est 1 gigawatt minimum qui disparaît du réseau. Et ça arrive régulièrement, comme vous pouvez le voir dans cette image que je mets là. Donc je veux dire, le nucléaire, c'est clairement quelque chose qui n'est pas aussi fiable que ce qu'on imagine. 19% des interruptions de réacteurs sont involontaires, sont impromptues. Et à ce moment-là, il faut gérer le truc. Donc ça, c'est de l'intermittence. Parce que c'était pas prévu, on s'attendait pas à perdre 1 gigawatt comme ça instantanément. Et donc c'est des termes absurdes auxquels il faut renoncer. Si le nucléaire est soi-disant pilotable, en réalité il a une énorme inertie, il met un bon moment avant de monter, un bon moment avant de se refroidir, alors que les énergies renouvelables, elles fonctionnent sur le principe du smart grid. Et le smart grid, ça les rend micro-pilotables. Ça consiste à fournir le watt qu'il faut là où il faut, quand il le faut. Donc c'est vraiment des concepts auxquels il faut renoncer. C'est pas une guerre contre l'intermittent pilotable. C'est pas du tout. C'est des principes qui sont complètement différents parce que le nucléaire est central. C'est le principe des réseaux du XXe siècle qui sont centralisés, alors que les énergies renouvelables sont décentralisées. C'est un réseau distribué que l'on micropilote. Avec le nucléaire, quand on a une grosse demande, on injecte plus d'énergie. Avec les énergies renouvelables, on diminue la consommation. On gère les choses séparément. C'est pas du tout pareil. Hein. Les énergies renouvelables, c'est un ensemble de micro-réseaux, micro-locaux qui fonctionnent en une entité au niveau international, en une entité unique, alors que les centrales sont des entités uniques qui sont dispatchées sur les territoires, qui fonctionnent entre elles en fonction de la demande. Donc c'est vraiment ces deux principes complètement différents. Quand on a créé les réseaux au XXe siècle, au début, on n'avait que des quartiers avec des petites centrales thermiques de quelques mégawatts qui alimentaient le quartier. Puis on a eu des centrales de ville de quelques dizaines de mégawatts. Donc on a assemblé tous ces micro réseaux locaux en un réseau urbain. Puis on a eu des centrales nationales, charbon, pétrole, gaz, peu importe, de plusieurs centaines de mégawatts. Alors on a créé des lignes à haute tension pour relier les villes, hein, qui ont pris le pas sur les centrales urbaines. Puis il est arrivé le nucléaire. Alors le nucléaire, c'était carrément des gigawatts. Une centrale nucléaire de 2, 3, 4 réacteurs qui ont une puissance de 900, 1 giga, 1,3 gigawatts. Et c'est donc des puissances énormes. Alors on a fait des très grosses lignes, il a fallu adapter le réseau. Et aujourd'hui, il faut faire de même en fait, parce que on se retrouve avec un système décentralisé où chaque installation sur un toit est une petite production. Et donc la ligne qui alimente la maison devient bidirectionnelle. Et donc la ligne qui alimente tout le pâté de maison, la ligne de basse tension,
reçoit de l'énergie, ce qui était unique, ça ne s'était jamais produit jusqu'à présent. Et donc ça fait que le courant s'accumule. Et donc il faut renforcer toutes ces lignes, il faut mieux les distribuer, il faut gérer ça électroniquement, donc ça nécessite des équipements qui sont dispatchés sur le réseau. Il n'empêche que les énergies renouvelables, en France, avec notre acharnement au nucléaire, là, on est, en ce moment, tout droit sur la voie d'être un pays massivement importateur dans la décennie 2050. Parce qu'aujourd'hui, on envisage de construire 14 EPR d'ici 2050 pour soi-disant remplacer l'existant. Mais en réalité, comme la plupart des réacteurs ont déjà 40 ans et plus, aujourd'hui la moitié des réacteurs environ a 40 ans et plus, et donc il faudra les éteindre en 2050, parce qu'ils seront éteints en 2050, pour raison d'âge, hein, parce qu'ils auront eu 60, 61, 65 ans. Puis dans la décennie 2050-2060, on éteindra l'autre moitié, parce que l'autre moitié a aussi plus de 30 ans, et donc à ce moment-là, ils auront aussi dépassé 60 ans. Et il est hors de question. Chez nous, il y en a qui disent oui, on ne sait pas jusqu'à quand on va les porter, mais si on sait, bien sûr qu'on sait. Aux États-Unis, ils ont accepté que les réacteurs soient portés à 80 ans. Mais c'est sous condition, c'est-à-dire que premièrement, l'État a transféré la responsabilité d'un incident sur l'opérateur privé qui possède la centrale, chacune des centrales. Alors, faut voir si vous accepteriez cette condition en France, hein, que ce soit une multinationale qui assume le risque, hein, à la place de l'État. Et ensuite, on parle d'une centrale dans l'Arizona, dans le désert de l'Arizona, et une centrale dans une réserve naturelle à 200 km au sud de Miami. On n'est pas dans une centrale nucléaire comme le Bugey ou Golfech qui se trouve dans des régions où il y a des millions d'habitants qu'il faudrait évacuer en quelques heures, hein, je veux dire, en cas d'incident. Donc il est hors de question que chez nous ça aille à 80 ans, tout comme il est hors de question qu'on transfère la responsabilité de l'incident sur l'opérateur de la centrale. C'est hors de question, c'est inenvisageable. Un accident de centrale, c'est un budget de 1500 milliards, je veux dire, on l'a vu avec Fukushima, ça a été mais colossal. L'opérateur de la centrale peut fournir des moyens techniques, il n'a pas les moyens d'assumer. Je veux dire, faut être réaliste. Chez nous, les réacteurs, peut-être que certains iront à 65 ans, mais 70 ans jamais. Hein. Donc ça, c'est clair. Et donc ça fait qu'en 2055, au plus tard, la France se retrouvera avec 35% de nucléaire. Ça signifie qu'elle doit avoir au moins 65% d'énergie renouvelable. Or, aujourd'hui, pour préserver le nucléaire, déjà durant des décennies, le lobby du nucléaire a sabordé consciemment les énergies renouvelables en faisant en sorte qu'elles soient aussi inefficaces que possible, de façon à démontrer que le nucléaire était nécessaire. Puis on a eu affaire à une campagne depuis une dizaine d'années en affirmant que c'était les énergies renouvelables qui avaient fait campagne contre le nucléaire. C'est absolument ahurissant, mais plus c'est gros, plus ça passe, hein, je veux dire, voilà. Alors qu'en réalité, on se retrouve, il y a 15 ans en arrière, on avait 10 ans de retard dans les renouvelables, aujourd'hui on en a 15. Et maintenant, il est question de faire un moratoire sur les renouvelables parce qu'on produit trop d'électricité, pour éviter de produire moins de nucléaire. Dans le seul but de s'acharner au nucléaire. Le seul et unique but de s'acharner au nucléaire, alors qu'il est loin, très très loin, d'avoir le potentiel de répondre à nos besoins énergétiques dans l'avenir. Il est inenvisageable de penser que nous pourrions avoir 100% de nucléaire. C'est pas possible. On voit déjà là, avec le plan de construction de 14 EPR, non mais attendez, les deux premiers de la série seront à Penly. À Penly, il y a même pas, c'est encore au stade de projet, hein. Il y a pas de date de chantier, hein. C'est encore juste une date de projet. Ils en sont encore à discuter du tarif parce que le budget n'arrête pas de monter, hein. Au début, construire les 14 réacteurs, ça devait coûter 57 milliards. Finalement, ce serait plutôt 61, puis 67. Et aujourd'hui, on est à 110 milliards, hein. Et ça n'a pas fini de monter. Et là, donc, les deux réacteurs de Penly, rien. Pour le moment, il y a rien. On est en 2025, on est censé avoir construit 14 réacteurs en 2050, les deux premiers n'ont même pas commencé le chantier. Et le problème, c'est que c'est pas le tout de commencer le chantier, mais pour en commencer d'autres derrière, il faut aussi avoir la ressource technique, intellectuelle, je veux dire, voilà, il faut avoir des ingénieurs, des chefs de chantier, des ouvriers, et cette ressource n'existe tout simplement pas.
Donc ça fait que quand le chantier de Penly aura commencé, il faudra un certain temps avant de récupérer la ressource nécessaire sur Penly pour pouvoir la transférer pour commencer un autre chantier ailleurs. Ainsi que de sorte qu'au fur et à mesure que les chantiers se développent, le niveau des compétences augmente, et donc cette ressource peut être à chaque fois récupérée pour être transposée sur les chantiers suivants. Donc déjà, ce sera bien si on arrive à construire les 6 de la première de la première tranche d'ici 2050, sans oser parler des 8 suivants. Hein. Donc il y a un moment donné, il faut quand même revenir sur Terre. Le GIEC et l'AIE font des prévisions disant que ce serait bien que le nucléaire au niveau mondial représente 15% de l'énergie en 2050, 15% du mix. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est moins de 9%, en baisse, hein, c'était 9,1% il y a encore 5 ans. Hein. Là maintenant, on est plutôt à 8,7%, et ça continue de baisser. C'est 2% de l'énergie. Pour qu'il représente 15% de l'énergie, il faudrait donc multiplier par 5 la puissance nucléaire installée aujourd'hui, qui est de 2000 ou 2200 terawatts, un truc du genre. Et donc ça fait qu'il faudrait construire l'équivalent de 2000 EPR. Alors évidemment, il y en a qui me disent, oui, mais on peut faire des SMR. Oui, alors des SMR de 300 mégawatts. Bon, ben donc, au lieu d'en faire 2000, il en faudra 15 000, quoi. Non, mais attendez. Je suis pas... Voilà. Pour donner un ordre de grandeur, il y a encore 2 ou 3 ans, la Chine construisait 6 à 7 réacteurs par année, avec l'ambition d'en faire 10, voire 11. Et là, ils ont vu que c'était pas réaliste. Et donc, ils ont changé d'optique. Là, ils ont commandé 11 réacteurs. C'est la Chine qui, aujourd'hui, représente 99% des réacteurs qui se construisent. 11 sont en commande. L'année passée, en 2024, il y en a 7 qui ont démarré, dont 6 en Chine. Et ce Olkiluoto en Finlande. Chez nous, Flamanville attend toujours. Hein, on est toujours en attente qu'il puisse enfin démarrer un jour. Et donc, alors qu'en parallèle, il était installé l'équivalent de 150 EPR en énergie renouvelable. Et ça, c'est un chiffre en hausse, exponentiel. Vous voyez ici le graphique de Gavin Mooney qui montre à quel point les énergies renouvelables sont exponentielles. Il a fallu 22 ans pour installer le premier terawatt de solaire. 5 ans plus tard, on avait 3 terawatts. Et depuis, ça n'a pas arrêté d'accélérer, je veux dire. Hein. On envisage aujourd'hui des centaines de terawatts par année. Donc, il faut être réaliste quand même. La proportion n'est pas la même et le potentiel n'est pas le même. L'éolien offshore a un potentiel à lui seul qui représente 100 fois la consommation d'énergie actuelle de l'humanité. L'énergie houlomotrice, à elle seule, représente un potentiel équivalent à la totalité de la puissance nucléaire actuelle installée. Le solaire photovoltaïque, aujourd'hui, avec les technologies actuelles qui n'arrêtent pas d'augmenter, hein, je veux dire, l'efficacité du photovoltaïque va doubler hein, dans les 30 prochaines années, hein, sinon quadrupler. Mais avec la technologie actuelle, au niveau de rendement actuel des panneaux solaires, l'équivalent de 2% des surfaces émergées suffirait à alimenter 100% de l'humanité. Et donc, c'est répondre à 100% des besoins de l'humanité. 2% de la surface des terrains émergés, c'est à peu près l'équivalent de la surface occupée par l'industrie pétrolière. C'est à peu près l'équivalent de la surface occupée par l'industrie nucléaire en France. C'est 1,7% dans les deux cas. 1,7% du territoire en France est dévolu au nucléaire. C'est parce que le nucléaire, c'est pas que des centrales, hein. Il y a aussi des usines de retraitement, le traitement du yellow cake, il y a des entrepôts logistiques, il y a des dépôts de déchets, etc., des voies d'accès, hein. On doit construire des voies d'accès, parce qu'une centrale nucléaire, c'est des milliers d'ouvriers qui travaillent, quand sur des éoliennes, je veux dire, l'entretien, c'est 4 gus qui arrivent en camionnette 4x4 2 fois par année, hein. C'est pas du tout c'est pas du tout la même frénésie industrielle. Le nucléaire est une industrie lourde du XXe siècle, extrêmement frénétique et radicalement anti-écologique. Même s'il est peu émetteur, il est radicalement anti-écologique.
Qu'on le veuille ou non, le démonter est extrêmement complexe. Ça crée des matériaux qui sont radioactifs. Même si la radioactivité est moins agressive que ce qu'on pensait jusque-là, je veux dire, ça reste une industrie massive, alors que la transition écologique commence par apaiser la société, réduire cette frénésie industrielle. On ne peut pas avoir de transition écologique en étant hystérique dans une société hystérique bourdonnante comme au XXe siècle. C'est pas possible. C'est ça qui a entraîné les ravages de l'environnement. Le nucléaire nécessite du transport, ça nécessite une maintenance extrêmement lourde, extrêmement serrée pour des raisons de sécurité évidentes. Voilà, donc son rôle, c'est de nous permettre de lutter contre le charbon. C'est dans un premier temps. Parce que même si construire une centrale nucléaire met très long, ça produit une énergie extrêmement chère, la plus chère. Le nucléaire est de loin l'énergie la plus chère. Contrairement à ce que prétendent les pro-nucléaires, même si on tient compte du raccordement des renouvelables et du stockage, je veux dire, on est à la moitié du prix du nucléaire. Voilà, grosso modo, on est à la moitié. Donc là, c'est vite vu, la question ne se pose pas. Les énergies renouvelables neuves sont au prix du nucléaire amorti, à peu de choses près, un petit peu plus haut, voilà. Et donc, on se retrouve avec du nucléaire, mais ça fait une énorme puissance le moment où il démarre, qui permet de supprimer, de fermer des centrales au charbon. Quand ce sera fini, on supprimera des centrales au gaz. Je veux dire, voilà. Et donc, ça fait que on va se débarrasser du pétrole avant 2050. Là, aujourd'hui, on voit que le cours, il est déjà aux limites de rentabilité pour le pétrole. La limite de rentabilité pour le pétrole est entre 57 et 64 dollars par baril. Ça veut dire qu'en dessous de ce chiffre, il n'est plus rentable de l'extraire, voire ça devient plus coûteux. Il crée de la perte. Ça veut dire que le pétrole en dessous de 70 dollars, il est plus intéressant. Et là, on est déjà aux limites. Alors, il remonte un peu, mais on est déjà aux limites. Et comme à partir de 2029, il va commencer à décliner en raison de la baisse de la demande, donc son cours va baisser, ça va devenir extrêmement difficile de l'extraire, et donc en 2040, il ne sera tout simplement plus assez rentable pour être extrait. On va se débarrasser du pétrole avant 2050. Il y en aura encore dans 200 ans, mais on l'aura abandonné avant la moitié du siècle. Ensuite, on aura abandonné le charbon avant 2060. Le dernier à abandonner le charbon, ce sera la Chine, qui a promis de l'abandonner en 2060, mais ils essayent de faire qu'ils y arrivent en 2055 au plus tard. Et là, ils ont 6 ans d'avance sur le programme, hein, il faut le savoir. Hein. À eux seuls, ils installent plus de la moitié des énergies renouvelables dans le monde. Plus de la moitié des énergies renouvelables. Mais aussi, ils représentent plus de la moitié de la lutte contre la déforestation, contre la désertification. Ils représentent aussi plus de la moitié de l'agrivoltaïsme, ils représentent, etc., etc. Donc ils font les choses, hein, ils le font extrêmement vite, extrêmement fort, et donc il faut tenir compte, faut tenir compte de ça. Mais ça fait qu'on peut tabler sur le fait que la dernière centrale charbon sera éteinte avant 2060. Puis nous aurons renoncé au gaz naturel en 2070. Le gaz naturel, pour y renoncer, alors c'est un ensemble de circonstances. D'abord, on arrête d'installer des chaudières à gaz pour réduire la consommation. On remplace les gazinières par des cuisinières électriques, induction, peu importe. On va progressivement remplacer les usages. Dans les véhicules, une partie du gaz naturel sert aux véhicules, hein, sous forme de GPL, voilà. Aujourd'hui, biogaz. Donc les véhicules seront électrifiés, donc ils ne consommeront plus de gaz. Et donc le biogaz, qui aujourd'hui sert aux véhicules, sera injecté sur le réseau à la place du gaz naturel. Et donc ça fait qu'on va consommer beaucoup moins de gaz. Puis ce gaz sera d'origine biogaz ou méthanation. La méthanation, c'est du méthane de synthèse, c'est-à-dire qu'on combine du CO2 et de l'hydrogène. Voilà. Donc c'est un ensemble de circonstances. Et donc on voit bien que les énergies renouvelables représentent inéluctablement l'avenir.
Et ça, et là, je ne parle que des énergies renouvelables telles que nous les connaissons aujourd'hui, qui nécessitent cette adaptation du réseau. Mais en réalité, dans l'avenir, nous aurons du solaire spatial. C'est-à-dire que de plus en plus de pays et de start-up s'intéressent à l'idée de mettre des centrales orbitales autour de la Terre, qui du coup ne sont pas du tout variables ou intermittentes, parce qu'elles reçoivent le soleil en permanence. Elles offrent plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'en les positionnant sur l'équateur, elles permettent de mettre à l'ombre, de créer une bande d'ombre sur la zone qui sera inhabitable de la Terre en raison du réchauffement climatique, et donc de lui permettre de rester habitable. C'est important de mettre cette zone à l'ombre, parce que sinon on va se retrouver en 2050 avec une bande de 1000 ou 1500 km tout autour de la Terre, où des températures de 55 degrés vont taper la majeure partie de l'année, et ça c'est insupportable. Ça veut dire que c'est inhabitable. Et quand je dis inhabitable, aussi bien par l'humain que par les animaux. Aujourd'hui déjà, on a en Inde ou au Pakistan des épisodes qui se sont déjà produits cette année. Cette année, on a déjà eu 50 degrés au Pakistan et en Inde. Et quand il fait ces températures-là, alors bien sûr, il y a les humains qui souffrent, en particulier les pauvres qui n'ont pas les moyens d'avoir une clim, mais les animaux meurent. Les singes tombent des arbres, les oiseaux tombent du ciel, morts, tués par la chaleur. Et donc, faut se rendre compte de ce que ça implique d'avoir une bande comme ça de 1500 km où plus rien ne vit. Ça devient du désert. Alors avec des centrales solaires spatiales orbitales, on pourra mettre cette bande à l'ombre. Elles vont créer un rideau devant le soleil pour protéger cette zone qui sera moins exposée au soleil et donc qui subira moins de températures très, très élevées. Et ensuite, cette énergie a l'avantage d'être distribuée par un réseau satellitaire qui sera construit, donc évidemment, autour de la Terre. Et donc, il sera possible de recevoir l'énergie du ciel, comme on reçoit aujourd'hui Internet et la télévision. Et avec cette électricité pour alimenter les gros consommateurs. Les gros avions, les gros avions transcontinentaux ou les navires. Ils n'auront plus besoin d'avoir une énergie embarquée ou très peu, une petite réserve de nécessité, une réserve utilitaire, mais l'essentiel de l'énergie sera fourni directement depuis le ciel, et donc un avion pourra tourner autour de la Terre éternellement, un navire pourra naviguer éternellement, et donc le nucléaire à ce moment-là ne servira plus qu'à des usages spécifiques, comme sur un sous-marin, parce que un sous-marin, il est sous l'eau, donc voilà. Tout ça pour dire que à un moment donné, il faut quand même, faut quand même accepter la réalité des faits. Le nucléaire ne représentera jamais, jamais, jamais une grosse part de l'électricité dans le monde. Et en France, il en représente déjà beaucoup trop. Et ça nous empêche de déployer les énergies renouvelables, ce qui nous met sur la route de devoir importer massivement 10 ou 15% de notre électricité dans la décennie 2050. 15% de nucléaire, c'est bien. Ça crée un bruit de fond énergétique impeccable. 25% c'est tolérable. 35% c'est trop. Voilà. Au-delà, ça devient de l'abus et ça ne fonctionne pas. On a en France le même problème qu'ont les pays qui ont beaucoup d'énergie renouvelable alors que leur réseau n'est pas encore assez évolué pour l'intégrer. Alors que la solution, c'est simple, il suffit qu'on produise moins de nucléaire. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à produire du nucléaire. Il n'y a pas d'intérêt. C'est juste de l'acharnement à produire nucléaire parce qu'on a décrété qu'on voulait du nucléaire, c'est tout. C'est juste un principe. Alors que les énergies renouvelables sont plus fiables, plus puissantes, moins chères, plus écologiques. Et qu'elles représentent l'avenir. Mais vraiment, c'est pas de la propagande du lobby des renouvelables. Le lobby des renouvelables, il est rien par rapport au lobby du nucléaire, qui est le second plus puissant de la planète derrière l'armement, dont il découle directement. C'est comparer des millions à des milliers de milliards, je veux dire. C'est le lobby des énergies renouvelables, bien sûr qu'il existe. Il y a du lobby de l'éolien, du lobby du photovoltaïque, c'est normal. Il y a du lobby écologiste, du lobby droit de l'hommiste, il y a du lobby, c'est normal. Mais par rapport au lobby du nucléaire, qui est tout puissant et qui dit n'importe quoi, tout ce que vous entendez sur la consommation de matériaux, de l'éolien par exemple,
Mais c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. On nous dit oui, alors pendant l'espérance de vie d'une éolienne de 20 ans nécessite tant de matériaux. Oui, mais une éolienne, ça n'a pas une espérance de vie de 20 ans. C'est une espérance de vie de plutôt de 80 ans. Même si on change la cabine au bout de 20 ans, peu importe. C'est pas comme ça que ça se calcule. Il faut calculer la quantité de matériaux qui sera consommée sur un siècle. Je veux dire. Et là, on voit qu'en réalité, on est au même niveau que le nucléaire, voire plus bas. Parce que plus on construit d'énergie renouvelable, plus on a de matière à recycler, donc moins on a besoin de nouvelles matières, donc plus on est efficace. Et une éolienne, une implantation, c'est-à-dire un socle en béton, il a une espérance de vie potentielle de 80 ans. Simplement, aujourd'hui, on a implanté, il y a 20 ans, des quantités d'éoliennes, on a fait des forêts d'éoliennes. Alors, on revient en arrière, et donc, quand elles arrivent à terme, eh bien, on remplace une éolienne par une plus puissante, on renforce l'emplacement, hein, on renforce le socle, et on supprime 3 ou 4 éoliennes autour pour donner de l'espace. Mais c'est juste une question d'évolution normale. Les premiers réacteurs nucléaires, ils avaient que 400 mégawatts, hein, même 300 mégawatts. Hein. En France, le premier... je crois que c'était en 69, quelque chose comme ça, il faudrait vérifier, je suis pas sûr, hein, je dis ça de tête. Il avait 300 mégawatts. Il a nécessité des quantités de matériaux terribles pour produire très peu d'énergie. Il a produit peu de puissance pendant pas longtemps. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et donc tout ce que vous entendez sur les énergies renouvelables, c'est faux. Sur les énergies renouvelables, leurs qualités sont largement sous-estimées et leurs inconvénients sont largement exagérés, alors que sur le nucléaire, ses qualités sont largement exagérées et ses inconvénients sont largement sous-estimés. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est quand la propagande a décidé quelque chose, elle présente les choses sous son aspect le plus favorable, et ça donne un déluge de désinformation, mais qui est absurde. L'Académie des sciences produit régulièrement des articles qui sont favorables au nucléaire, puis en réalité, quand on lit qui est l'auteur, on voit qu'il n'est pas de l'Académie des sciences. C'est juste qu'elle est noyautée, qu'il y a des pouvoirs si forts qu'ils sont capables d'écrire des articles au nom de l'Académie des sciences qui n'y peut rien. Voilà, elle ne donne pas son avis. On a la même chose au CNRS. J'ai écrit il y a quelque temps au CNRS pour critiquer un article d'un auteur qui donnait des chiffres qui avaient 10 ou 15 ans, hein, je veux dire. Ils étaient complètement farfelus et obsolètes, et le gars n'était absolument pas un spécialiste de l'énergie. Hein. Mais alors absolument pas, hein. C'était un auteur qui écrivait sur je ne sais plus quoi. Enfin, il n'avait rien à voir avec les énergies. Il était clairement, il a fait un article rémunéré, et le CNRS n'a pas pu s'opposer à sa publication, c'est tout. Parce qu'il y a eu des jeux de pouvoir, vous allez me publier ça, puis on publie, et puis c'est tout. Et ça, parce que ça vient d'en haut, et voilà. Mais quand vous parlez à des scientifiques, quand vous parlez à des ingénieurs, les choses, elles changent. Je peux vous dire que il est aussi absurde d'être pro-nucléaire que d'être renouvelable, que pro-renouvelable et anti-nucléaire. Hein, je veux dire, c'est complètement irrationnel. Le nucléaire a ses qualités, on en a besoin, il est utile, et seulement c'est les renouvelables qui représentent l'avenir, que ça plaise ou pas. Voilà.